Bonjour à tous, bienvenue dans Legal Club Sandwich. On est super content de vous accueillir aujourd'hui. Legal Club Sandwich est votre rendez-vous pour découvrir du contenu juridique et à la cool dans un esprit léger. On s'appelle Legal Club Sandwich puisqu'on vous donne rendez-vous 2 fois par mois, le jeudi à midi pour parler de juridique et pas trop et se détendre un peu, parler d'autres sujets que du quotidien. Moi, je m'appelle Thibaut Caoudal, je suis un des cofondateurs de Leeway, qui est une legal tech dans le domaine de la gestion des contrats qui aide les directions juridiques à reprendre le contrôle de leurs contrats et à maîtriser les risques juridiques et financiers. Et donc, pour mener à bien cette émission, cette dernière émission de la saison 2, malheureusement, eh bien, je suis toujours accompagné de mes 2 acolytes préférés. Pierre, Audrey, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très très bien. C'est un petit peu émouvant d'être déjà la dernière de la saison. Très contente de vous retrouver. Absolument, dernière de la saison 2, qui l'eût cru, 26e épisode, c'est incroyable. Mais voilà, le suspense durera jusqu'au bout de cette émission pour savoir s'il y aura une saison 3. On ne vous en dit pas plus, il faut rester connecté. Voilà, restez avec nous. Est-ce que vous voulez vous présenter, dire un petit mot sur vous, Pierre, Audrey, pour les auditeurs ? Oui, avec plaisir. Alors, je suis toujours Audrey Deléris, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis manager chez Fed Legal, donc cabinet de recrutement juridique et fiscal. Et j'y accompagne tous mes clients qui vont de la start-up au groupe du CAC 40 dans l'industrie et les services. Et je suis accompagnée d'une super équipe qui travaille avec moi depuis plusieurs années. On n'est pas seul du coup. Et du coup, je passe ma vie avec vous, juristes, avocats qui veulent passer côté entreprise et directeurs juridiques. Et à côté de cela, j'ai aussi Legal Club Sandwich, évidemment, qui fait partie de ma vie maintenant depuis presque un an. Et j'ai aussi cofondé avec Pierre Landy, ici présent, le Fleet Network pour French Lawyers in Tech, qui est un réseau, qui est le réseau de juristes dans la tech et les startups, qui regroupe maintenant plus de 280 juristes. À toi, Pierre. Merci Audrey. Donc Pierre Landy, moi je suis avocat au barreau de Paris. Je suis le cofondateur, après des années passées d'ailleurs dans les entreprises, chez Yahoo, mais surtout chez Disney aussi. On sait d'où on se connaît avec Philippe. Mais des années maintenant, je suis donc avocat au barreau de Paris. Je suis le cofondateur de l'Alliance ENCO. Ce sont des anciens juristes de Yahoo. On est présent en Italie, France, Allemagne, Grande-Bretagne et j'en oublie à chaque fois, je n'y arrive pas, j'ai beau l'écrire, Espagne, Italie, France, Allemagne, UK, voilà. Et donc, on agit un petit peu comme des juristes, enfin, même totalement comme des juristes externalisés, beaucoup pour les boîtes de la tech. Et puis, en parallèle de ça, personnellement, depuis quelques années, je me suis concentré sur devenir executive mentor. J'accompagne des directeurs juridiques, des équipes juridiques à développer leur potentiel, à devenir le meilleur directeur juridique qu'ils peuvent. Et voilà. Et donc, je me passionne pour les questions de leadership et c'est d'ailleurs ce qui fait généralement l'objet de ma chronique dans Legal Club Sandwich. Voilà pour moi. Merci Audrey, merci Pierre. Aujourd'hui, donc, c'est l'émission 26. On va parler de chronologie des médias et des spécificités culturelles françaises. Et pour ça, on a la chance d'accueillir Philippe Cohen, donc, qui est vice-président affaires publiques et affaires juridiques pour une partie de l'Europe et qui a également fondé l'association Respect Zone. Philippe, déjà, pour commencer, comment ça va ? Moi, je suis super content de faire partie de la dernière tranche de la saison 2. Et 26 épisodes, ça me parle. Donc, merci de m'avoir invité. Merci à Pierre aussi, que je suis ravi de retrouver maintenant qu'il est Executive Mentor Coach. Merci Philippe, on est trop content de t'avoir. Ouais, hyper content de t'avoir. Peut-être que tu veux dire un petit mot rapide sur ton parcours avant qu'on démarre dans le vif du sujet. Alors, il y avait ma vie avant de connaître Pierre et puis celle d'après, donc les 2 parties de vie. Je pense que j'ai rencontré Pierre, il y a à peu près 25 ans ou 23 ans exactement. Il était dans un petit bureau de la rue Treillard, je me souviens très bien.
Et donc, il était très affairé à tout ce qui était localisation. Et maintenant, il n'arrive même plus à citer le nombre de pays dans lesquels il est implanté. Vous voyez un peu comment les choses ont évolué. Non, alors, pour parler plus de moi, depuis 23 ans, donc, j'ai rejoint la Magic Company. Donc plein de roller coasters aussi. Donc auparavant, j'étais avocat dans un cabinet anglais d'abord, puis ensuite dans un cabinet français, Linklater et Berlioz. Et j'ai toujours eu un œil très, très attentif sur ce qui se passait au-delà de l'Hexagone, à commencer par les États-Unis, où j'ai été formé, où j'ai un peu travaillé. Et aujourd'hui, le monde a énormément changé. Donc, on peut être dans un groupe américain avec un sentiment local et un sentiment extrêmement global aussi. Et puis, par ailleurs, la deuxième jambe s'intéresse à l'activité pour redonner à la société la chance qu'on a pu avoir de recevoir. Et donc ici, c'est de pouvoir travailler sur des solutions pour qu'il y ait moins de violence en ligne. Bon, énorme tâche, infinie tâche, mais il y a énormément de constats, il y a très peu de zones de proposition. Donc, notre travail chez Respect Zone, et je vous invite à aller regarder ce qu'on fait, c'est de travailler sur comment est-ce qu'on réduit le taux de violence en ligne, au bureau, sur les écrans, en dehors des écrans. Et encore ce matin, j'étais affairé à voir ce qu'on allait pouvoir faire, par exemple, avec l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon pour labelliser l'archipel. Vous voyez, donc il n'y a pas de limite à l'extension du respect par des moyens juridiques. Merci Philippe pour cette présentation. On a partagé le lien de l'asso, donc allez jeter un petit coup d'œil. Et comme d'habitude, vous posez vos questions directement sur le chat. On y répondra à la fin de ce talk. Peut-être pour revenir au sujet du jour, est-ce que Philippe, toi, tu peux nous présenter un petit peu ce qu'est la chronologie des médias? Bon, évidemment, vaste sujet, mais pour emmener un peu l'audience avec nous et puis vulgariser aussi tout ça, de quoi on parle déjà quand on parle de chronologie des médias, tout simplement? Juste avant que Philippe parle, pour être extrêmement clair, Philippe, pourquoi est-ce qu'on n'a pas Avengers Endgame sur Disney+, alors que c'est sorti quand même il y a déjà un moment, Philippe? C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Eh bien, c'est une question qu'il va falloir poser aux opérateurs français, au gouvernement français, puisqu'on est en France sur une particularité qui fait partie aussi du charme français. C'est qu'en France, on ne fait pas comme ailleurs. Et en matière de chronologie, ce qui ailleurs est géré par des accords industriels, par des contrats, avec une flexibilité au cas le cas, c'est-à-dire au film qui sort en salle après l'autre. En France, on aime bien théoriser les choses, créer des règles qui sont parfois assez raides, assez rigides. Et donc, lorsque les usages changent, ou les attentes, comme celle de Pierre, changent par rapport aux attentes anciennes, eh bien, il y a toujours le train de retard de la législation, qui ici est une législation en forme légère, puisqu'il s'agit d'une loi qui dit mettez-vous d'accord au sein du secteur en matière de cinéma pour trouver une chronologie qui soit adéquate. Ça fait très, très longtemps que la télévision est venue en compétition avec le grand écran. Donc, le petit écran est venu, au fur et à mesure des années, manger des parts de marché, on va dire, sur le grand écran. Et les entrées en salle en France, en 1945, on était à 450 millions par an d'entrées en salle, puisque c'était le moyen de pouvoir toucher les œuvres de cinéma, c'était sur le grand écran. Et c'est tout. Donc, le petit écran a été popularisé au fur et à mesure des décennies. Et aujourd'hui, les 450 millions d'entrées en salle sont tombés, grosso modo, hors année Covid. On est entre 150 et 200 millions d'entrées par an en salle en France. Donc, en face de cela, il y a d'autres écrans qui sont venus ouvrir d'autres fenêtres. Donc, c'est là où on parle de passementerie, de fenêtrage. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi séquencer l'accès aux œuvres de cinéma
et faire ce qu'on appelle pour optimiser et amortir l'investissement considérable qui est l'investissement qui est dévolu à la production de films de cinéma. Un film de cinéma, ça peut coûter entre 1 million et 200 millions d'euros, donc avec une marge d'action très, très forte. Et lorsqu'on parle de la chronologie des médias et de sa réglementation, on parle bien, je crois que c'est important de le dire, Thibaut, des films qui sortent sur grand écran en France. Donc, on parle des films de cinéma. Il y a une autre logique ensuite qui est plus contractuelle sur les séquencements des sorties de séries, par exemple, ou de programmes qui sont télévisuels. Donc aujourd'hui, pour être cursif et puis pour éviter de perdre tout le monde, aujourd'hui, lorsqu'on est sur une offre de streaming, comme on l'appelle, c'est-à-dire des abonnements de la vidéo à la demande. En français, ce sont des acronymes qu'on appelle la VADA, pas très joli. En anglais, on dit la Subscription Video on Demand, la SVOD, que certains Français appellent la SVOD. Dans les règles actuelles, les plateformes locales sont amenées à attendre ou à faire attendre leurs spectateurs 3 ans entre la sortie en salle et la capacité de pouvoir libérer l'écran sur une plateforme par abonnement. 3 ans, c'est très, très compliqué. Pierre trépigne, nous aussi. Et on sent bien que c'est extrêmement loin des usages, puisque dans le reste du monde, ce délai de 3 ans tombe en ce moment parfois à 45 jours. Vous voyez l'écart. Et on est bien d'accord, Philippe, juste que je comprenne, ça s'applique si le film est d'abord sorti en salle sur le cinéma français. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on voit un film comme Lucas ou Raya and the Last Dragon qui sont arrivés directement sur la plateforme, c'est parce qu'ils ne sont pas passés par la case cinéma en France, c'est ça? Exactement. Donc, en fait, le point qui génère cette législation locale, qui s'applique encore une fois d'abord et avant tout aux opérateurs locaux, c'est le fait qu'il y ait un point de départ. D'ailleurs, c'est dit dans tous les préambules des accords de chronologie des médias qui, d'une manière intéressante en droit d'ailleurs, font l'objet d'une manière systématique d'un arrêté d'extension qui prend entre 3 jours et 1 mois pour être pris. Il y en a eu un en 2009, il y en a eu un en 2018 qui a été mis en œuvre le 1er janvier 2019. Et vous voyez, 2019-2021, c'est déjà obsolète et il y a une volonté de se mettre à jour pour une nouvelle définition de ce que ce séquençage entre 0 mois et 48 mois, en gros, peut faire. Donc, par rapport à ta question, Pierre, oui, effectivement, un film qui n'est jamais sorti sur un grand écran en France n'est pas concerné par ce windowing, ce séquençage. Et les discussions, là, du coup, sont assez importantes, d'après ce qu'on voit dans les médias, justement. Il y a plein d'articles qui sortent presque tous les jours en ce moment. Quelles sont, justement, les prochaines étapes là-dessus, justement, sur ce sujet, les discussions en cours? Alors, entre la sortie en salle et la sortie en plateforme gratuite, ce qu'on appelle les plateformes qui sont financées par la pub, par exemple. Aujourd'hui, il y a 4 ans. Donc, 4 ans d'écart pour attendre. Les débats, évidemment, sont liés au fait que les usages ne peuvent pas attendre. Et puis, en plus, il y a un autre phénomène, c'est que plus il y a d'écart entre les fenêtres, plus il y a de risques sur les usages illicites et la contrefaçon. Et tout le monde sait que l'absence d'une offre légale adaptée est un facteur de contrefaçon, de surconsommation d'offres illégales. Et de ce fait, il est d'ailleurs assez singulier de constater qu'en France, cette fenêtre très stricte de 4 mois avant que l'exclusivité des salles de cinéma ne cesse, il n'y a pas de possibilité aucunement pour un opérateur local de pouvoir offrir l'œuvre en tant qu'ayant droit sur une plateforme qui vendrait, par exemple, à l'acte, c'est-à-dire ce qu'on appelle de la vidéo transactionnelle, ce qu'on appelle de la VOD. En fait, c'est de la vidéo
où vous allez faire un paiement à l'acte. Et là, il faut attendre, c'est pareil avec les DVD Blu-ray, il faut attendre 4 mois. Ou avec les téléchargements permanents qu'on appelle les électroniques download. Donc 4 mois. Or, la moyenne de sortie de l'écran d'un film à partir de sa sortie en salle, donc le temps qu'il reste effectivement de manière tangible, c'est 1 mois et demi, 2 mois. C'est très rare, à part Nemo, par exemple, qui est resté pendant 5 mois, parce que c'est un film qui nécessite d'être revu, des films cultes comme ça, mais ça, c'est à peu près une exception. La moyenne va être plutôt autour de 2 mois, 2 mois et demi. Donc, ce qui veut dire techniquement, juridiquement, que le système juridique français, par accord interprofessionnel pour des protections qui sont par nature anticoncurrentielles, pas moi qui le dis, hein, c'est l'autorité de la concurrence, les accords de chronologie des médias sont des accords qui sont par nature percés, comme on dit en latin, de nature anticoncurrentielle. Et en plus de cela, entre 2 mois et demi, donc 0, 2 mois et demi, le film sort des salles. Jusqu'à 4 mois, il y a une jachère. Donc en fait, il s'agit d'une fenêtre légale offerte, apportée par la législation française pour les contrefacteurs. Donc c'est quand même, on est dans le seul pays où la loi donne une exclusivité aux contrefacteurs. Et ensuite, vous avez des fenêtres qui défilent avec la fenêtre de la première fenêtre payante, donc après la vidéo qui est transactionnelle, première fenêtre payante qui est aujourd'hui est à 10 mois, puis ensuite vous avez la deuxième fenêtre payante, ensuite vous avez les fenêtres des chaînes en clair, et on arrive en fin de course aux œuvres qui ont un sentiment d'être un peu décaties 3 ans après en offre par abonnement pour les opérateurs locaux comme notamment Salto par exemple. Quand tu parles de la première offre payante, c'est par exemple quelque chose comme Canal+, c'est ça? Ça, par exemple. Et que serait la deuxième exemple, et ensuite, ils ont d'autres chaînes comme Canal, comme les chaînes cinéma qui vont être extrêmement spécialisées avec une thématique donnée qui sont soit pris en première fenêtre de chaîne payante, soit en deuxième fenêtre d'une chaîne payante. Et le tout font des fenêtres qui durent davantage qu'1 an avec une exclusivité possible. Et la seule fenêtre qui ne s'arrête pas de courir, c'est la fenêtre de la transaction à l'acte, la VOD, qui part de 4 mois, comme le DVD. Par exemple, si vous achetez un DVD, il n'y a personne qui va venir dans votre maison le reprendre parce que, attendez, Canal le diffuse, vous me rendez le DVD. Ben, c'est pareil avec la vidéo à l'acte. C'est-à-dire que depuis seulement 2018, actif en 2019, c'est la seule fenêtre qui court et qui ne s'arrête pas. D'ailleurs, la fenêtre de salle de cinéma pourrait courir sans jamais s'arrêter, mais celle-là, elle n'est pas organisable, je pense, en termes économiques pour les salles. Par contre, en termes de, si vous êtes sur un magasin de films à l'acte qui sont vendus à 3 euros ou 5 euros ou 15 euros en fonction de la date et de la valeur de l'œuvre, il n'y a aucune limite pour qu'il puisse être offert. Et c'est en fait la seule exception en termes de non-refermeture. Alors, on pourrait débattre sur la légitimité de la refermeture d'une fenêtre. C'est un débat très, très intéressant et qui engage aussi des enjeux de concurrence ou d'anti-concurrence qui sont fascinants. Moi, je trouve ça, en tant que juriste, je trouve ça extrêmement fascinant. Voilà. Du coup, donc on se retrouve, si on te suit bien, donc avec peut-être le mode de consommation des œuvres qui est le plus en vogue aujourd'hui et qui a une croissance exponentielle, hein, les Amazon Prime, les Disney+, les Apple TV, etc., qui se retrouvent donc le moins bien lotis à ce jour, puisqu'on est à 36 mois hein, à t'écouter, donc 3 ans après une sortie d'un film. Et donc le débat aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ça va changer, il y a des projets, qu'est-ce qui est sur la table? Alors, c'est là que ça devient un petit peu confusant. Donc aujourd'hui, lorsque nous enregistrons ce club, ce Legal Club Sandwich, on est avant l'annonce du schéma qui va être arrêté. Donc certains verront cette vidéo une fois que le schéma sera arrêté. Et on pourra peut-être faire un replay, une espèce de catch-up avec un bonus, avec un addendum
pour dire, alors voilà, la fin du film, en fait, il finit comme ça. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement comment finit le film de la chronologie des médias, ce qui donne un petit côté cliffhanger, un côté suspense intéressant. Il y a en fait Pour le dernier épisode d'une saison 2, c'est très approprié. Hein. On fait un cliffhanger. Est-ce que Philippe reviendra en Parfait. saison 3 s'il y a une saison 3? Enfin, donc voilà. ça nous va très bien. Pardon. Et avec un habillage différent, parce que chaque saison, normalement, il y a un habillage différent, surtout si on garde les mêmes animateurs. Et donc, l'idée, ça serait qu'on puisse trouver, enfin, que les stakeholders, comme on dit en bon français, que les acteurs du terrain, donc à la fois les producteurs, les auteurs, qui sont évidemment une partie prenante importante de la création des œuvres essentielles, et les diffuseurs, un par un, salles, chaînes payantes, chaînes gratuites et plateformes, puissent trouver un modus operandi où chacun fasse assez de concessions pour que l'autre ait un peu de place. Parce que lorsque vous intégrez en amont de la chronologie, donc à la gauche de la frise, ce qu'on appelle des nouveaux entrants, même si des opérateurs comme Disney, qui ont presque 100 ans de travail en France, sont un petit peu gênés par l'idée d'être dénommé nouvel entrant. Enfin, c'est toujours sympa d'être centenaire et d'être neuf, mais why not? Donc, ce qui veut dire qu'il faut écarter, hein, c'est comme quand on passe un fer dans une maison, il faut faire une place pour créer une fenêtre là où il y avait 2 fenêtres, on en crée 3. Donc il va falloir changer un peu toute l'ergonomie du mur. Et donc, il faut que certains fassent des concessions, qu'ils aient des fenêtres peut-être plus riches, mais plus étroites, avec une ouverture plus rapide. Bon, c'est un peu ce que les maçons font tous les jours. Et donc, nous, on est sur comment est-ce qu'on trouve une place qui soit conforme aux usages, conforme à l'amortissement des investissements qui sont les investissements liés à la création. Parce que faire un film, moi, il y a une citation que j'adore qui décrit ce qu'est un film. En cinéma, un film qui est réussi, en fait, comme on est sur une entreprise prototypale, un succès en salle, un succès au cinéma, c'est un échec qui a mal tourné. Je trouve que c'est la meilleure définition de tout le risque que prend le producteur, surtout s'il est bénéficiaire d'aucune aide d'État, comme les producteurs américains, qui ont des aides qui sont parfois régionales s'ils tournent sur une région, mais il n'y a pas le système tellement, on va dire, équipé en matière d'aide où finalement la prise de risque en France, quand on lance une production audiovisuelle ou en cinéma, pour un producteur, elle est potentiellement égale à exactement 0. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que quand on appuie sur le bouton tournage, on ne peut pas perdre. Ça, c'est un système qui est comme il est et qui permet d'ailleurs toute cette créativité française, le nombre incroyable de films français qui sont produits et d'œuvres audiovisuelles. Mais c'est un investissement qui est différent de l'investissement où vous êtes en risque pur. Donc, si par exemple, vous faites un film qui coûte, je ne sais pas, 50 millions d'euros, qui sort à la mauvaise date, qu'il ne rencontre pas son public et que vous n'avez aucune aide particulière, votre risque est très, très différent d'un système où vous êtes à peu près sûr, comme dans un système avec un livret A, où vous n'aurez aucune chance de perdre. Donc, pour répondre à votre question, il y a un besoin de changer la donne. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines fenêtres où il y a un blocage, un peu comme un refus d'obstacle, à vouloir bouger de 1 jour la fenêtre, de 1 jour. Je pense à la première fenêtre, par exemple. Et puis, c'est vrai que le contexte du Covid n'aide pas à une flexibilité d'esprit. Parce que lorsqu'on n'a pas eu de recette pendant plus de 12 mois, c'est vrai que c'est très, très complexe d'aller expliquer à des exploitants de salles que c'est le moment aussi de passer de 4 mois à 3 mois, qui est historiquement, je ne parle pas aujourd'hui, mais historiquement, si on regarde vers l'arrière, 3 mois, c'est à peu près les usages qu'on observait à l'imparfait dans le monde en matière de fenêtrage à partir de la première fenêtre de vidéo, voire même à partir de la fenêtre de télévision ou de SVOD. Donc, 4 mois, c'est inflexible en France. On sait aujourd'hui, c'est un message politique clair,
que c'est une fenêtre qui ne bougera pas en 2021. Mais la chronologie telle que le définissent les opérateurs en France cette année a vocation à durer au minimum. Alors, est-ce que le minimum va être un maximum entre 18 mois et 24 mois? En tout cas, il y a 2 projets qui sont en discussion, qui sont en l'air, pour répondre à Pierre. Il y a le projet du gouvernement, du ministère de la Culture, via son centre du cinéma, avec le CNC, qui est l'objet de beaucoup d'écoute et de compromis. Et puis, il y a un autre projet qui est concurrent, qui ressort beaucoup, c'est le projet des producteurs et des auteurs, qui est incarné par une plateforme qui s'appelle le BLIC, le Bloc et l'ARP. BLIC pour les industries des contenus, le Bloc pour les industries techniques, et l'ARP qui représente avec la SRF les auteurs en France. Et donc, ils ont fait une contre-proposition qui n'est pas exactement la même. Et sur la partie streaming, SVOD, pour les opérateurs locaux, le débat se situe pour le CNC. On observe une proposition d'être aujourd'hui non plus à 36 mois, mais à 15 mois, sauf accord, on peut être un peu plus court avec les producteurs, 15 mois après la sortie en salle, donc plus qu'un an, un peu moins qu'un an et demi, un an et quart. Et dans la proposition 2, Blic-Bloc-Arp, la dernière proposition situe cette même date pour les plateformes que vous citez, locales, à 17 mois. Et donc, alors c'est 2 fois moins en gros que ce qui existe aujourd'hui, mais ça reste très, on va dire, iconoclaste, singulier, différent de tout le reste du monde. Tout le reste du monde. Il n'y a aucun autre pays où vous allez trouver ce type de créativité juridique, de complexité. Les personnes qui sont dans l'exercice et qui lisent les projets, c'est pas moi, hein, c'est toutes les personnes. Il y a 70 professionnels qui se réunissent chaque mois pour des réunions pour parler de ce sujet en Zoom. Il n'y en a pas un qui trouve que c'est simple. C'est-à-dire que, en fait, c'est parfois même peut-être l'exercice. L'exercice, c'est peut-être de se perdre. C'est peut-être d'être, comme l'a dit une fois Richard Patry, qui s'occupe de la Fédération des salles, c'est de cultiver le mystère dans le monde du cinéma. Et je peux vous dire que le mystère, il est très bien garanti par la complexité du texte qui amène à ces projets de chronologie. Et dis-moi… pardon, vas-y. Ah non, Audrey, vas-y. Le mystère, à ton avis, Philippe, est-ce que tu as une visibilité sur sa résolution? Est-ce qu'on aura plus de visibilité bientôt? Est-ce que tu le sais ou ça reste aussi un mystère même lui-même au niveau du timing? Au moment où nous streamons ce Club Sandwich, à l'heure déjeunatoire, nous sommes le 8 juillet et aujourd'hui, on est dans l'ère du tout est possible. Happy end, moins happy end. À notre sens, lorsqu'on interroge les sachants et les stakeholders, on sait que courant juillet, il y aura une résolution, c'est-à-dire un projet qui va emporter l'avis de Canal+, l'avis du gouvernement, l'avis des salles, l'avis des auteurs et les avis généraux. Puis il ne faut pas oublier aussi les chaînes en clair qui ont une voix extrêmement forte, extrêmement audible dans ce débat. Donc courant juillet, pendant que vous serez tous à la plage, en tout cas ça ne chômera pas dans le secteur du cinéma, il y aura un nouveau modèle qui sera très proche de ce que je viens de vous dire, donc avec tout le séquençage qui va jusqu'à l'AVOD. L'AVOD, ce sont les plateformes financées, gratuites, financées en général par la pub, qui sont à 36 mois, par exemple, et qui d'ailleurs pourraient bénéficier dans une des propositions d'une avancée de fenêtre, peut-être pour Molotov, je ne sais pas, à 22 mois en fonction de leur chiffre d'affaires qui visiblement a été très bien calibré pour l'opérateur que je viens de citer. Donc, d'ici à la fin juillet, stay tuned, ça va se clarifier. Et puis, si vous voulez, on pourra refaire une séquence explicative avec une exégèse de ce texte, sans doute fait pour ne pas être intelligible. Merci Philippe, c'était passionnant. Ça donne envie de creuser encore plus avec toi. Mon rendez-vous pour peut-être la saison 3. S'il y a une saison 3, Pierre nous le dira à la fin.
Mais en tout cas, c'était génial de découvrir ça avec toi. C'est maintenant le temps de passer aux chroniques d'Audrey et Pierre. C'est bien ça? Absolument. Alors, pour ceux Tout à fait. qui ne nous connaissent pas et nous rejoignent pour la première fois, voilà, Audrey et moi, on a une petite chronique et une petite danse avant chaque chronique, voilà, parce que les juristes ne sont pas des gens ennuyeux, contrairement à ce que beaucoup de gens du business parfois veulent nous faire croire. Et donc, voici la musique de la chronique d'Audrey. Get the fever. Merci Pierre. Alors aujourd'hui, c'est la dernière émission de la saison 2 du LCS, le Legal Club Sandwich. C'est l'été, le temps des quiz et des tests. Et là, vous imaginez les couvertures des magazines, découvrez s'il est vraiment votre âme sœur, quel personnage de série êtes-vous ou quelle destination de vacances est faite pour vous. Alors, comme le Legal Club Sandwich est devenu un rendez-vous incontournable pour beaucoup d'entre vous, eh bien, je me suis dit que les auditeurs du LCS méritaient bien leur propre quiz de l'été. Alors, au menu, pas de bronzage, pas de régime, pas d'amour, quoique on pourrait penser que pour rien avoir, mais des questions qui vont peut-être changer votre rentrée, voire votre vie. Dois-je changer de travail? Parce qu'on revient quand même à ma partie, le recrutement. Donc, dois-je commencer à postuler à des annonces? Dois-je contacter des chasseurs de tête? Alors, pour vous aider, voici les questions que vous devez absolument vous poser. Ai-je envie de quitter mon job? Vraiment? Si la réponse est non, merci de quand même rester jusqu'à la fin de cette chronique. Et si la réponse est oui, demandez-vous pourquoi. Question 1. Est-ce parce que je ne suis pas assez payée? Alors, puis-je y faire quelque chose? En parler à mon responsable ou directeur juridique, au RH, à mon DG ou mon DAF, si on est directeur juridique. S'il n'y a vraiment, vraiment rien à faire et que vraiment vous vous dites que vous valiez beaucoup plus que ça, alors oui, il est peut-être temps d'aller voir ailleurs. Question 2. Qu'ai-je envie de faire au quotidien? Alors, soit d'être un hyper spécialiste en propriété intellectuelle, par exemple, de manager une équipe, de devenir responsable ou directeur juridique, d'élargir mon périmètre au M&A ou à la compliance, par exemple, ou de travailler davantage en anglais. Avez-vous vraiment tout fait en interne pour que ce soit possible? Avez-vous communiqué sur ces envies? Avez-vous fait en sorte de vous rendre visible auprès des bonnes personnes pour y arriver? Très important. Si la réponse est non, alors il est temps de le faire. Et si vous avez vraiment tout tenté en interne, alors oui, il est temps de regarder si l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs. Question 3. Est-ce parce que vous ne supportez plus votre manager? Avez-vous essayé de lui parler? Avez-vous envisagé que cela pouvait aussi venir un peu de votre côté et peut-être qu'en mettant chacun de l'eau dans son vin, ça pourrait s'améliorer? Et l'avez-vous sondé pour savoir s'il allait peut-être bientôt partir? C'est aussi possible. Et si toutes ces réponses à ces questions sont négatives, alors envisagez ces options. Et sinon, vraiment, c'est plus possible. Alors oui, il est temps d'envisager de partir. Question 4. Vous avez changé de secteur d'activité, vous avez envie de le faire. Vous êtes dans l'automobile, par exemple, et souhaitez rejoindre le monde du logiciel. Vous êtes dans la distribution et rêvez de devenir juriste dans le secteur pharmaceutique. Alors oui, je peux d'ores et déjà vous dire que ça peut être compliqué de le faire en interne, quoique on peut aussi vous mettre sur de nouveaux sujets plus digitaux, par exemple, ou sur des nouvelles offres lancées par votre société. Il suffit d'en parler, de communiquer sur vos envies aux bonnes personnes et de se montrer curieux. Enfin, dernière question, de quelle structure rêvez-vous? Start-up, groupe du CAC 40? Posez-vous les bonnes questions. Avez-vous envie d'être dans un groupe très processé, ce qui peut être aussi le cas dans une start-up, ou avez-vous envie de rejoindre un groupe très dynamique et plein de projets? Ça peut aussi être possible dans une grosse multinationale. Voilà, c'est l'été, souvent le temps de se poser un peu plus, surtout après cette presque année et demie de crise que nous avons vécue. Donc, que vous ayez choisi de lézarder sur une plage de sable fin, que vous ayez décidé de grimper le Kilimanjaro ou de profiter du calme de la campagne, c'est le bon moment de se poser ces questions. Donc voilà, pourquoi ai-je vraiment envie de changer? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire dans ma société, d'autres projets? Allez rencontrer des gens, des chasseurs, lancer votre réseau, rencontrer vos pairs, échanger avec vos collaborateurs en interne. Faites-en votre objectif de la rentrée. Et en attendant, je vous souhaite un très, très, très bel été. Je remercie aussi Philippe d'être notre dernière invitée. J'en profite pour remercier mes deux acolytes de toujours, que j'adore, voilà, Thibaut et Pierre. Et si vous voulez discuter de votre avenir en tant que juriste, contactez-moi sur LinkedIn. À toi, Pierre. Merci Audrey, merci. Et ben on enchaîne, alors on y va. Je suis tout ému de ce que tu as dit, alors j'ai été perturbé. J'enchaîne. We do. Alors, pas de quiz en ce qui me concerne de l'été, mais plus exactement une question: comment motiver son équipe? Et c'est ça dont je vais vous parler rapidement aujourd'hui. En commençant par une chose qui est un petit peu évidente: on ne motive pas son équipe en allant la voir et en lui disant
tu es motivé, hein, tu es motivé. Je veux que tu sois motivé. Regarde-moi bien dans les yeux, tu es motivé. Alors, si c'était aussi simple que ça se saurait. Non, en fait, pour motiver une équipe, eh bien, il faut l'emmener tout simplement dans un projet. Il faut lui donner envie de se projeter vers quelque chose, d'avoir envie de vous suivre, d'avancer avec vous, de se lancer. Moi, je recommande toujours, par exemple, aux directeurs juridiques que j'accompagne, d'écrire leur picture of success, leur vision, leur montagne à gravir. Quelle est cette montagne que nous, en tant qu'équipe juridique, dans les 18 à 24 prochains mois, on va vouloir grandir, être la meilleure équipe juridique de l'entertainment en France, être les best business partners, que sais-je. Et donc, on va indiquer à son équipe eh bien, comment monter, comment on va grimper cette montagne, à quelle échéance, avec quelle stratégie, quels vont être les plus, les moins, quels vont être les challenges pour l'équipe. Et en fait, il faut que votre équipe sache tous les points positifs, mais aussi les challenges potentiels pour avoir envie de vous suivre. Et si votre équipe sait l'ensemble du deal que vous proposez et que vous leur proposez, il y a de fortes chances qu'ils opt-in, hein, pour utiliser un terme qui nous est cher, nous juristes, et qu'ils décident de, ben oui, en fait, ce projet qu'on me propose, il me motive. Donc ça, c'est la base absolue pour motiver une équipe, c'est de leur proposer un projet, une vision, quelque chose dans lequel ils vont pouvoir avoir envie d'aller. Au-delà de ça, il y a quand même quelques petits trucs à connaître et les voici, j'en ai répertorié 7 très rapidement. Le premier, c'est de donner l'exemple, hein. C'est impossible à vos collaborateurs d'être motivés si le manager ne l'est pas lui-même. Il n'y a pas de secret, il faut être en adéquation avec les valeurs de l'entreprise, les objectifs fixés. Si vous êtes constamment en train de dire ils font tous chier, tous des cons, c'est que des imbéciles, il y a peu de chances que votre équipe soit motivée et vous suive. Pareil, les valeurs, c'est pas tout d'en avoir beaucoup. J'en ai parlé la semaine dernière, je crois, dans mon blog. C'est pas tout d'avoir des superbes valeurs, hein. Si vous ne les vivez pas, eh bien, ça ne va pas servir à grand chose. Je le dis, je le répétais encore ce matin avec une équipe avec laquelle je travaillais. Values, live them or laminate them. Live them, c'est-à-dire vivez-les, mais si vous les laminez pour les mettre dans un petit étui plastique que vous allez mettre dans votre portefeuille et ne plus jamais regarder, ça veut dire que ce n'est pas vraiment des valeurs. Donc, beaucoup d'entreprises ont des valeurs, mais est-ce qu'ils les vivent vraiment au jour le jour? Ça, c'est la vraie question. Donc, communiquez ces valeurs, soyez prêts à les vivre chaque jour, et puis évitez dans les réunions les phrases du type ah, c'est pas moi qui décide, hein, c'est la direction. Ok, ça peut franchement désengager de votre équipe en mode absolu direct. Pas de bullshit non plus, hein, soyez vrai, c'est pas la peine non plus de vendre et de raconter n'importe quoi. S'il y a quelque chose qui est complètement ahurissant et qui vous choque dans l'entreprise et que manifestement ça choque l'ensemble des collaborateurs, autant le dire aussi, soyez vrai, votre équipe aura plus tendance à vous suivre. Petit exemple hyper concret, lorsque j'ai décidé de quitter Yahoo, je n'étais absolument plus j'étais parfaitement raccord avec mon manager direct, le General Counsel, mais absolument pas en accord avec le leadership de la CEO de l'époque. Et je suis donc parti et toute mon équipe m'a suivi, tous mes direct reports. Mais quelque part, à mon avis, je pense que nous étions tous dans le vrai, on est tous partis au même moment. Donc, donnez l'exemple et soyez vrais. Deuxième point, fixez des objectifs réalistes. À quoi bon exige son équipe qu'un produit à peine lancé devienne leader de son marché dans les 6 mois qui suivent, hein? À placer la barre trop haut, vous allez droit dans le mur et votre équipe sera forcément déçue et motivée de ne pas parvenir aux objectifs fixés. Donc, mieux vaut partir sur 10% de part de marché le premier semestre ou trimestre, 20% suivant. Fixer des objectifs SMART, on en a déjà parlé, vous vous souvenez, hein, c'est des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistiques, qui ont une durée, qui sont time-bound, donc S-M-A-R-T, et ayez des ambitions réalistes qui tiennent compte d'un marché concurrentiel, va vous permettre de booster le moral de vos équipes en se disant, il n'a pas totalement fumé, le père Pierrot, il donne des trucs quand même qui sont à peu près réalistes, donc on accepte de suivre cette valeur et d'y aller. Numéro 3, combattre la tendance à la léthargie. La motivation, ça se travaille. Donc, pour se mettre au travail, il faut sortir d'une forme de léthargie. Ce n'est pas évident tous les jours, mais il faut arriver à se fixer des priorités à soi-même, comme à ses équipes, tout en réfléchissant aux moyens d'y arriver. Il faut se convaincre de l'importance d'un objectif, se donner l'énergie, il faut se battre en interne pour obtenir les moyens pour arriver et pour donner aux équipes les moyens de réussir. Et si ça ne fonctionne pas, il faut peut-être aussi envisager à revoir les objectifs. Et c'est très important parce qu'il y a des moments où la léthargie arrive. Le mois de juillet en est un, parce qu'on n'en peut plus, qu'on veut le mois d'août. Le mois de novembre, début décembre en est un autre quand on atteint les fêtes de fin d'année. Donc, avoir ça en tête et y travailler.
Quatrième tips, pensez à prendre en compte les compétences de chacun. La motivation elle est à son maximum quand on travaille sur un sujet ou dans un domaine qui nous intéresse. J'en parle régulièrement dans Legal Club Sandwich, mais il faut connaître ses collaborateurs et connaître leurs forces. Vous allez avoir beaucoup plus de facilité à faire travailler vos collaborateurs et les motiver si vous les faites travailler ce sur quoi ils sont déjà bons. On en a parlé, j'ai fait un blog dessus là aussi. Tu as vu le loop, je renvoie au blog qui sont sur le site de Club Sandwich. Tout ça, c'est de la synergie absolue, Thibaut. Nous en avons parlé. Se concentrer sur ses forces, c'est hyper important et demander à ses collaborateurs de faire de même. Donner de l'autonomie, c'est mon tip numéro 5. Une fois les lignes directrices énoncées, une fois qu'on a créé la vision et qu'on a donné la direction vers laquelle on va, eh bien, laisser à vos collaborateurs la possibilité de fournir des idées, avoir des suggestions, d'être ce que j'appelle une self-managing team. Avec l'autonomie accordée, ils vont se sentir plus responsables, plus motivés. Il faut leur donner la possibilité de prendre des initiatives. C'est ça le leadership du 21e siècle. C'est fini le top-down où toutes les instructions viennent du haut et on applique, voilà. Au contraire, la direction donne la vision, la stratégie et les équipes donnent les moyens concrets, les actions pour y arriver. Point numéro 6, envoyer des retours positifs. On a tendance, c'est très français, très européen, à se focuser sur les retours négatifs pendant qu'on se concentre sur ce qui est mal fait. Pensez à envoyer des signes de reconnaissance, des compliments sur un travail bien fait. Ça permet au destinataire de se sentir valorisé, d'accroître son envie de bien faire et de continuer. Voilà, on l'oublie, mais le renforcement positif, c'est quand même vieux comme le monde et ça fonctionne. Et enfin, pour finir, et je fais attention à l'heure, créer une bonne ambiance. Bon, ben là, voilà, c'est montrer à l'écoute des uns des autres, valoriser chaque team member, désamorcer les éventuels conflits le plus vite possible, travailler à la cohésion d'équipe. Il faut apprendre à exister ensemble, se développer ensemble, organiser des points d'étape réguliers. C'est un bon moyen d'y parvenir. Pensez à faire du skip level. Si vous avez des grosses équipes, pensez à descendre dans l'équipe, ne pas parler uniquement à vos managers directs, mais aller sentir un peu la température, qu'est-ce qui se passe dans l'équipe. Et bien évidemment, les fameux off-site où il y a un savant mélange d'apprentissage, de mise en valeur des équipes, de travail sur la vision de l'équipe et bien sûr du fun parce que à la fin de la journée, on n'est quand même pas là pour s'ennuyer. Comme je le dis souvent, nous les juristes, on prend notre travail très au sérieux, mais on ne se prend pas nécessairement au sérieux. À toi, Thibaut. Merci Pierre. On va passer aux questions. On n'en a qu'une, donc ça va être rapide. En plus, on sait que Philippe doit nous quitter très bientôt, donc on ne va pas lui prendre plus de temps qu'on en a pris aujourd'hui déjà. Philippe, on a juste une question de Nathan. Salut Nathan, qui nous demande si toutes les fenêtres de diffusion actuellement prévues sont-elles conservées dans les projets de nouvelles technologies, de chronologie, pardon. Absolument. Elles sont toutes conservées. Il n'y a pas vraiment de fenêtres nouvelles. Elles sont réagencées. Et en fait, l'idée, c'est que puisque les plateformes vont contribuer très largement maintenant au financement de l'audiovisuel et du cinéma, il n'est que légitime et logique que leurs fenêtres ne soient pas à la dérive. Et donc, en fait, il s'agit de réagencer. Il ne s'agit pas d'aller sucrer les fenêtres. Merci Philippe. On arrête là pour les questions. Bon, si vous en avez, vous contactez Philippe évidemment sur LinkedIn. On vous a passé son profil, donc ce sera un plaisir de vous répondre. Il n'y a pas de prochaine émission cette fois-ci, Pierre, Audrey, puisque c'est la dernière de la saison 2. La dernière. Ouais. Pierre, attention, tu es en mute. On n'est pas prêt à dire adieu dernière. encore, Thibaut. Non. On n'est pas prêt à dire adieu. Voilà, on n'a pas envie de vous quitter. On peut le dire quand même, il y aura une saison 3. Donc voilà, c'est officiel. Le suspense. On n'a pas la date encore. Ça, on n'a Non. pas acté de la date. Il y a un conciliabule demain pour en décider. Vous serez informés sur les réseaux sociaux. Rejoignez la page, suivez-nous, ajoutez-nous. Mais en tout cas, on va revenir. Tout est bien à faire de chronologie. Absolument. Exactement. Voilà. Tu as le mot de la fin, Philippe. Donc, may the legal force be with you et qu'on ajoute plein de tranches au Legal Club Sandwich pour l'avenir. Un grand merci, Philippe. Merci, un grand merci à tous et passez un super été. On a hâte de vous retrouver pour la saison 3 à la rentrée. La date arrive bientôt. À très bientôt. Merci à tous. How it feels, what it's like.